TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la rencontre hier du chef de l'État avec les populations dans la savane. Le président Faure Gnassingbé rassure et apporte du réconfort aux familles, toujours sous le choc après les dernières attaques djihadistes dans la région. Maîtriser sa langue maternelle, un atout pour mieux apprendre d'autres langues étrangères. Au symposium sur l'enseignement bilingue, les experts disent oui. Les précisions tout à l'heure dans ce journal. Et puis nous parlerons aussi ce soir du baobab, cet arbre au trésor bien connu de tous, aux vertus cicatrisantes, anti-inflammatoires et bien d'autres. Ce sera le dossier à vous proposer ce soir dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Le président Faure Gnassingbé aux côtés des populations hier à Dapaon. Écoute attentive, échange direct. Eh bien, le chef de l'État rassure et apporte tout son soutien aux populations des savanes. Une rencontre suite aux dernières attaques meurtrières dans la région, toujours sous le choc. Écoutez ça là. Une minute de silence en mémoire des victimes des attaques terroristes dans la région des Savanes. Elle ouvre la rencontre du chef de l'État Faure Gnassingbé avec les populations de la région. Sujet de discussion, les attaques terroristes qui ciblent cette partie du Togo depuis quelques mois. Les populations sont consultées en vue de mener une lutte coordonnée contre le phénomène. Les échanges ont été fructueux. Les populations ont fait de très grandes contributions. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a saisi l'occasion pour réaffirmer avec fermeté l'engagement du gouvernement à combattre ces ennemis et ces terroristes qui agressent notre population et notre pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a appelé la population à être solidaire du gouvernement, des forces de défense et de sécurité, à participer à la mise en œuvre des mesures qui seront prises et à apporter sa propre contribution à l'effort de défense nationale qui est engagé par le Togo face à l'adversité terroriste qui nous agresse. Rappelons que nous sommes dans une guerre, que nos adversaires également s'informent et que les échanges que nous faisons, les informations que nous donnons, les documents administratifs que nous faisons circuler contribuent également à aggraver la situation sécuritaire parce qu'elles servent également à l'information de nos adversaires. Nous devons être extrêmement prudents et veiller à cela. Le gouvernement restera ferme sur toutes les personnes qui violeraient ces dispositions. Autre sujet abordé, les dérives des réseaux sociaux. Sur plusieurs plateformes, les dernières attaques de Kpenjal et Kpenjal Ouest ont fait l'objet de plusieurs interprétations. Des rumeurs et intoxications à combattre selon le gouvernement. À cela s'ajoute la publication sans réserve des images des victimes. Ces actes sont passibles de peine, rappelle le gouvernement. Depuis le 13 juin dernier, la région des Savanes est en état d'urgence sécuritaire. À cette rencontre, bien d'autres mesures sont envisagées en ajout à cette disposition. Outre la prudence et la vigilance, les populations sont appelées à collaborer avec les forces armées togolaises pour circonscrire au plus vite les menaces terroristes dans la région. Le fléau qui a commencé à... Et dans la foulée, ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, en rapport justement avec les forces de l'ordre, ce jeudi 21 juillet 2022, aux environs de 5 heures du matin, la gendarmerie a été alertée qu'un individu tentait de poignarder un agent de sécurité qui gardait une boutique de vente de tablettes et ordinateurs à hauteur des feux tricolores de Fréau-Jardin à Lomé. Elle a aussitôt dépêché sur les lieux des éléments en patrouille dans la zone. Une fois sur place, les éléments ont effectivement aperçu un individu armé d'un couteau menaçant et pourchassant un vigile. Toutes les manœuvres et tentatives entreprises pour maîtriser et interpeller cet individu devenu très violent et plus agressif sont restées vaines. C'est alors qu'un gendarme a dû procéder à un tir de sommation qui a malheureusement atteint mortellement le malfrat.
Une enquête est immédiatement ouverte pour faire toute la lumière sur les faits évoqués. Dans le contexte sécuritaire préoccupant du moment, marqué par la recrudescence des actes de criminalité et de terrorisme, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile salue l'intervention des forces qui a permis de mettre hors d'état de nuire cet individu dangereux. En outre, il encourage toutes les forces à poursuivre avec détermination leur mission de protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Enfin, il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à œuvrer aux côtés des forces de défense et de sécurité pour démasquer tout individu mal intentionné qui chercherait à saper l'harmonie et la cohésion sociale dans notre pays. Communiqué est signé du général de brigade Damram Yak, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Elles ne vont pas bien, marquées et fragilisées par les crises. Covid d'abord, la guerre en Ukraine aujourd'hui. Les économies des pays de l'Afrique subsaharienne font l'objet du rapport FMI ce jeudi à Lomé. Entre constat et prévision, une question demeure, comment rebondir? Ulrich Amega. Des mois déjà que les économies des pays de l'Afrique subsaharienne font face à plusieurs chocs. Chocs dus à la pandémie au Covid-19, la guerre en Ukraine, les effets des changements climatiques et la menace sécuritaire grandissante. Conséquence, augmentation du prix des produits énergétiques, envolée du prix des produits alimentaires, réduction de l'accès au financement. La situation interpelle le Fonds monétaire international dans son rapport biannuel sur les perspectives économiques. Une solution d'urgence s'impose. Des pistes sont proposées pour relever ces économies. Il y a des recommandations à court terme qui consistent à dans un premier temps, essayer de contrôler, limiter la vulnérabilité à la dette, faire des subventions qui vont directement vers les personnes qui sont les plus affectées. Pouvoir gérer le compromis qu'il y a entre l'inflation et la croissance, gérer la pression sur les taux de change, favoriser la diversification, investir pour s'assurer qu'on ne soit pas tout simplement concentré dans les produits d'exportation de produits de base, mais penser à transformer les produits que nous produisons. Favoriser l'investissement privé, profiter vraiment de l'intégration sous-régionale. L'économie togolaise, elle, est restée tout de même résiliente grâce aux différentes mesures de riposte prises par le gouvernement togolais. Entre autres, la suspension des frais des tickets dans les marchés, de la TVA sur les véhicules à moteur, le plafonnement du prix des produits alimentaires, la subvention des produits pétroliers et des engrais. Des efforts à renforcer davantage. L'énergie est le principal moteur de l'inflation dans notre zone et doit permettre justement de trouver des solutions idoines pour que cette énergie puisse revenir moins chère pour notre secteur privé, mais aussi pour les populations. L'idée, les solutions, c'est justement de densifier la production de notre pays, notamment dans tous les secteurs, que ce soit l'agriculture, l'industrie, mais aussi les services. Continuer par financer l'économie de manière assez importante. L'une des dernières solutions, c'est aussi de diversifier l'économie, aussi passer des produits primaires à des produits transformés. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Kofi Agbenorivi-Pania, représentant le ministre de tutelle, a réitéré l'engagement du Togo à toujours relever les défis de développement durable à travers des mesures adaptées à chaque situation avec un accent sur la gouvernance concertée. Des défis retracés dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Enseignement maintenant, enseignement supérieur. Quelle offre de formation proposée aujourd'hui aux apprenants dans nos écoles et instituts? Le ministère partage la préoccupation avec les promoteurs d'écoles et instituts. Il est question aujourd'hui d'aller sur les métiers prioritaires. Chazim Nabaga. Adéquation, emploi, formation. Le gouvernement, dans sa feuille de route 2025, ambitionne d'orienter sa jeunesse estudiantine vers les métiers prioritaires. Il mise sur une révision de la politique enseignante dirigée vers cet objectif. Une évaluation exhaustive est menée depuis 2020 dans ce sens et un diagnostic établi. Les recommandations préconisent une harmonisation des pratiques. L'élaboration de la maquette des offres de formation ici présentée aux responsables et promoteurs d'écoles du supérieur participe de ce processus. Il y avait un certain désordre où chacun enseignait un peu à pêle-mêle ce qu'il veut.
Mais il y a nécessité aujourd'hui que nous puissions harmoniser et avoir le même langage au niveau togolais. Et ce langage est arrimé sur les standards internationaux. Donc la maquette, c'est tout un ensemble de choses qui commencent depuis la codification de l'offre de formation, la composition de l'offre de formation, le nombre de crédits qui est assorti et faire en sorte que chaque diplôme délivré quelque part sur le territoire ait les mêmes contenus partout où l'étudiant se trouve. Les travaux ont permis d'expliquer les différentes composantes de la maquette et leur importance. Les avantages liés à cette réforme sont exemplifiés aux acteurs. C'est l'étudiant qui sera mieux formé. Les étudiants auront les mêmes connaissances, les mêmes profils quand ils sont formés dans la même spécialité, dans la même discipline. Et c'est les diplômes qui seront reconnus au niveau international. Et ils seront reconnus au même titre que les diplômes issus des établissements publics d'enseignement supérieur. Et le Togo, à la matière, sera aussi un modèle parce que nous sommes le premier pays au monde à avoir réalisé une évaluation exhaustive des offres de formation, notamment dans l'enseignement privé. Et ce sont ces recommandations issues des insuffisances qu'on a donc relevées qui permettent aujourd'hui de régler les problèmes palier par palier. Et nous sommes aujourd'hui à la réalisation donc de la maquette. La maquette est faite, les curricula sont rédigés et quasiment le processus est achevé pour ce qui concerne la qualité de l'enseignement dans le secteur du supérieur. Les prochaines étapes, la réalisation de l'annuaire des offres de formation qui va être révisée tous les 2 ans pour intégrer les nouvelles données. L'organisation des examens communs nationaux est également envisagée. La présente maquette, élaborée dans une démarche participative, répond aux normes du CAMES et de l'UNESCO. Les acteurs sont conviés à adhérer à ce processus pour la qualité de l'enseignement du supérieur au Togo. Enseignement toujours bien parlé sa langue maternelle peut-il favoriser un meilleur apprentissage d'autres langues, le français, l'anglais aujourd'hui par exemple? Eh bien les experts disent oui, il y va même de la qualité de l'enseignement au Togo, disent-ils, et c'est l'avis général au symposium de l'enseignement bilingue ce jeudi à Lomé. Antoinette Omao-Vavor. L'apprentissage de la langue maternelle à l'école dès le bas âge permet à l'enfant d'améliorer ses performances. Un processus qui maintient l'apprenant sur les bancs et améliore la qualité de l'éducation. À ce symposium sur l'enseignement bilingue au Togo, le Burkina Faso partage ses expériences. Au Burkina, l'expérience, au lieu de 6 ans pour aller au CEP, nous avons fait ça à 5 ans. Parce qu'on s'est dit que l'enfant apprend très vite et il peut améliorer ses performances. Quand l'enfant va de sa langue qu'il maîtrise pour apprendre l'autre, la seconde langue, il a moins de difficultés, il est à l'aise, il s'exprime très bien. Ça permet à l'élève d'intégrer sa culture. Le défi est donc lancé. Au Togo, par exemple, où le français est la première langue d'apprentissage, l'EV et le Kabyè sont choisis comme projet pilote. Quand l'enfant arrive dans une salle de classe et qu'on lui parle déjà le français, et l'enfant ne se retrouve pas. Mais quand on lui parle dans sa langue maternelle, il comprend, il s'exprime. Donc nous voulons aller de façon progressive avec cette intégration de l'enseignement bilingue dans notre système éducatif. Et nous sommes en phase vraiment d'expérimentation dans 10 écoles, notamment dans la région de la Kara et dans la région maritime. L'éducation, ce n'est pas une question du ministère de l'Éducation, c'est une question de pays. Quand on travaille de l'éducation, c'est tous les ministères qui doivent concorder, travailler ensemble pour l'éducation, prioriser et dire que l'enseignement bilingue fait partie de nos priorités. Après, nous, on peut accompagner les pays à mettre en place ce système. Le Togo a adopté le programme ELAN, École et langue nationale en Afrique, qui vise un meilleur enseignement bilingue. Le suivi de l'amélioration de la qualité et la mise en œuvre sera une clé importante pour la réussite des apprenants. L'enseignement bilingue. Et quand le blé devient cher, donne des idées de blé devenu cher, donne des idées. Eh bien, les producteurs du pain font recours à d'autres farines. Soja, sorgho, manioc remplacent le blé. Ces pains à base de farine locale sont tout aussi de qualité et bien appréciés d'ailleurs, comme dans ce reportage à Kara de Nestor Boussou. Nous cultivons le manioc. En collaboration avec les boulangeries, les pâtisseries et les ministères en charge de l'artisanat et de l'agriculture, le département du commerce, de l'industrie et de la consommation locale a initié cette rencontre à Kara consacrée à la dégustation du pain et de la pâtisserie produits avec l'intégration des farines du terroir. C'est dans le contexte de la promotion de la consommation locale.
les pâtisseurs et boulangers ont eu du mal à faire accepter l'association du blé et des farines locales aux consommateurs. Mais aujourd'hui, la situation tend à changer. Lorsqu'on a commencé, c'était un peu difficile parce que la population ne s'adhérait pas. Mais au fur et à mesure qu'on faisait ça, maintenant nous-mêmes, on remarque que les consommateurs s'intéressent à nos produits locaux. Le gouvernement nous soutient pour que nous incorporons maintenant les produits de chez nous à 25 ou 50%. Actuellement, nous avons fabriqué le pain à base de manioc, soja, sorgho. Mais on fait aussi à base de l'igname. On n'a pas eu la farine à temps pour qu'on puisse faire l'igname. Mettre en exergue la qualité du pain et ses dérivés fabriqués à base des céréales et tubercules locaux et susciter l'intérêt des populations à les consommer, c'est l'objectif de cette journée de dégustation. Si on me dit que ce pain-là est fait à base des produits locaux, je ne vois pas tellement de différence entre ce qui est fait avec du blé. Je trouve que c'est tellement excellent et que vraiment il faut encourager l'initiative. C'est très intéressant. Quand on nous parle de consommation local, c'est maintenant que nous voyons que vraiment le Togo est capable de produire quelque chose. Sinon, c'est très bien. Tout le monde est en train d'apprécier. À cause de la guerre russo-ukrainienne, la farine de blé est devenue très chère. Les farines locales peuvent lui être substituées pour avoir du pain et ses dérivés à tout moment. Et voilà du pain, du bon pain qui s'accompagne de tout, du miel par exemple. Partons justement à la découverte d'un miel atypique, le miel de karité aux vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires entre autres. Il est en plein développement, il est produit au Togo, au Bénin. Regardez ce reportage. C'est un miel rare, d'une couleur intense. Il est produit ici, au nord du Bénin, au pied de la chaîne de montagnes de la Takora. Un trésor issu de la rencontre des abeilles avec la fleur de karité. Et qui fait la fierté de cet apiculteur. On fait l'effort vraiment pour que ça reste naturel, sans engrais chimiques. Bon, ce qui est bien pour les arbres, pour la production des fruits de ces arbres, la vie des abeilles aussi. Il n'y a pas de pesticides. Et il faut dire même que s'il y avait de pesticides, on n'aurait pas d'abeilles. Ça les tue. Dans son parc de 600 arbres, l'ancien agriculteur a installé une trentaine de ruches. C'est le seul apiculteur au Bénin à produire du miel de karité. Un élixir qui se mérite. Ici, les abeilles sont particulièrement agressives. Une fois récolté, le miel est transporté jusqu'à la miellerie. Ici, tout est artisanal. Le miel est filtré avec de simples paniers. On pose le panier. Après le panier, on met les pains de miel dedans. Et puis, vraiment, ça prend le temps de couler de lui-même. C'est différent de ce qui est pressé, c'est différent des miels dans les supermarchés. La production est encore confidentielle, 500 kilos l'année dernière. Mais le précieux nectar a déjà une petite notoriété. La moitié est exportée en Europe, et notamment en France, où il est vendu 10 € les 100 grammes. C'est un miel qui a un goût de caramel, mais aussi il a des notes de cacao et des notes de noisettes. Donc c'est un miel extrêmement riche en saveurs et qui mérite d'être dégusté comme un grand cru. Ce produit noble fait le bonheur des femmes de cette coopérative. Car ce sont elles qui sont les propriétaires des ruches. Avant, elles fabriquaient uniquement le beurre de karité. Avec ce nouveau projet, elles ont vu leur salaire multiplié par 2. Présent dans toute l'Afrique de l'Ouest, l'arbre de karité n'a jamais aussi bien porté son surnom d'arbre de vie. À la découverte d'un autre arbre en ville, au village, il ne passe pas inaperçu le baobab, l'un des plus grands arbres du monde. Il est l'emblème du continent africain, considéré comme un arbre de vie aussi. Il est aussi entouré de mythes et de légendes. Quand le jour se lève sur les îles du Siné Saloum, le soleil semble venir les réveiller un à un. Pour dévoiler
cette silhouette unique. Certains disent que le baobab n'est pas un arbre, mais une sorte de plante géante. Ce qui est sûr, c'est que c'est un végétal étonnant, hors norme. Là, c'est un baobab typique du Sénégal. Ce baobab, il doit avoir une centaine d'années environ. Ici, dans l'ouest du pays, comme partout ailleurs, il n'y a plus de touristes pour venir admirer les paysages et la nature. Crise sanitaire oblige. Alors Mamadouba, guide amoureux des baobabs, nous offre une petite visite privée. Regardez ce baobab qui est couché. Là, il est tombé à cause de l'orage. Ils n'ont pas de racines profondes, ils ont des racines à travers. Voilà, vous voyez ce tronc-là qui continue à pousser. Ça ne l'empêche pas d'avoir ses fruits. Tant qu'il y a une toute petite racine dans la terre, il continue à survivre. C'est des arbres de vie. Ils sont très résistants, le baobab. Ouais. Mais ce qu'il préfère, lui, c'est observer les oiseaux posés sur ces arbres légendaires. On voit des perroquets youyou. Perroquets du Sénégal, ils sont verts, jaunes. Ils préfèrent les baobabs parce que les baobabs, c'est plus facile pour eux de creuser, de faire leur nid. Parce que comme le baobab, ce n'est pas un bois qui est solide, et c'est fibreux, c'est facile avec leur bec de creuser, de faire le trou, le nid. Ici au Sénégal, le baobab a aussi un rôle social. Dans chaque village, il y a d'ailleurs un baobab sacré. Et autant de croyances, de mythes, de légendes. Abdoulaye Diamé est un ancien. Il respecte cet arbre qui accompagne tous les événements de la vie. Vous voyez, quand il y a des cérémonies, des fêtes, des mariages ou des malades, nous sommes obligés de les amener autour du baobab, faire 7 fois le tour pour le guérir. Et si c'est pour le mariage, c'est pour le bonheur. Il a un pouvoir trop mystique, c'est un grand pouvoir. Oui, il guérit, il soigne et il est contre les mauvais sorts, les mauvais génies. Le baobab renferme d'autres trésors. Accroché cette fois tout en haut, au bout des branches, Abdoulaye Sarr peut les repérer sans peine depuis le sol. Mais après, il faut grimper. Je suis en train de chercher le pain de chien. Ouais, il y en a beaucoup ici. Le pain de singe, c'est le fruit du baobab. Pour les décrocher, il faut un bâton et une bonne dose de courage. Un numéro d'équilibriste qui n'est pas sans danger. Il y en a des accidents. Des fois, tu montes jusqu'en haut, tu vas trouver là-bas un serpent, soit des animaux. Je suis en train de faire ça pendant plusieurs années, mais je n'ai jamais tombé. Un baobab produit 500 kg de fruits par an en moyenne. Un gros sac de 35 kg comme celui-ci sera revendu entre 7 et 10 euros. Destination les villages, où la recette est la même depuis toujours. Avant tout, il faut extraire la pulpe, c'est cette matière blanche, farineuse. Il faut ouvrir le pain de singe, le décortiquer et enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Cette pulpe est riche en vitamines, en minéraux aussi. C'est ce qu'on appelle un super aliment. Mais ce que tout le monde adore ici et que les enfants attendent, c'est le jus de bouille, c'est-à-dire du pain de singe en wolof. Il suffit d'enlever les graines, d'ajouter de l'eau, du lait et du sucre. Une boisson rafraîchissante. C'est un peu acidulé et sucré, c'est ce qui est bon. Et en même temps, on sent bien le goût du fruit. Quand on le boit, on sent bien que c'est du bouille. C'est ça qui est bon. Demandez aux enfants. Et effectivement, le jury est unanime. C'est très bon.
L'actualité, c'est aussi l'expulsion par le Mali du porte-parole de la MINUSMA, une décision de la junte qui consterne l'ONU, mais à Bamako, elle semble plutôt bien accueillie. Regardez. Mercredi à Bamako, l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA occupait les discussions. Les autorités maliennes reprochent à Olivier Salgado d'avoir posté sur Twitter des informations inacceptables après l'arrestation de 49 soldats ivoiriens le 10 juillet dernier. À New York, les Nations Unies regrettent cette décision. À Bamako, les positions divergent. Ce genre de situation, l'État doit prendre ses responsabilités parce que quand on est porte-parole d'une structure aussi sérieuse que la MINUSMA qui relève des Nations Unies, on doit se tenir, on doit porter la parole de l'apaisement. Olivier Salgado a 3 jours pour quitter le territoire malien. Cette expulsion vient s'ajouter à d'autres accrocs diplomatiques entre le Mali et l'ONU. Tout simplement, moi je m'en tiens à l'acte de manipulation tendancieuse faisant croire que c'était la MINUSMA qui avait autorisé. Normalement, c'était la MINUSMA même de se débarrasser d'Olivier Salgado avant même que ça soit l'État malien. Mais vu que cette même MINUSMA tarde à faire cela, l'État a pris ses responsabilités. Le 14 juillet dernier, Bamako a annoncé la suspension de toutes les rotations militaires et policières de la MINUSMA. Les autorités envisagent de tenir au préalable une réunion entre les deux parties pour faciliter la coordination. Et avant de refermer ce journal, on va jeter un coup d'œil rapide sur le tableau Covid de ce jour, jeudi 21 juillet 2020. Le nombre de cas confirmés est de 37 909, avec 26 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 37 356, 24 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 277 et le nombre de décès est de 276, communiqué du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. Enfin, sport, football, annulé en 2020 en raison du Covid-19. Eh bien, le trophée CAF Award est de retour. La cérémonie à Rabat au Maroc, toujours en cours. Qui de Sadio Mané, de Mohamed Salah ou encore de Edouard Mendy va remporter donc ce trophée du meilleur joueur. La cérémonie, je vous le disais, se déroule toujours en ce moment. Pas encore de vainqueur annoncé donc pour ce trophée, mais les sondages donnent favori le Sénégalais Sadio Mané que vous découvrez à l'instant à l'écran. Et voilà qui referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Dapan et partout ailleurs dans les savanes. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Paisible soirée à tous.